C'est mardi, c'est le rendez-vous de la santé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes dans l'émission Santé d'abord et merci pour votre attachement à ce programme. Beaucoup de personnes guérissent après une infection au nouveau coronavirus. Mais pour certains, le virus est particulièrement dangereux car ces personnes peuvent développer une forme sévère de la maladie à cause de leur vulnérabilité. Quelles sont les personnes dites vulnérables et quelles sont les différentes situations qui expliquent leur état de vulnérabilité? Nous parlerons particulièrement ce soir des personnes vivant avec le VIH couplé de la tuberculose, des personnes souffrant de l'asthme, des personnes drépanocytaires et surtout des personnes du troisième âge. À quoi ces personnes doivent-elles faire attention à cette période? Par quels conseils les aider à préserver leur état de santé déjà fragilisé et éviter la contamination à la nouvelle infection du coronavirus? Vous écouterez des médecins se prononcer tout à l'heure dans cette émission. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci pour votre fidélité qui ne cesse de nous honorer. Un seul invité pour nous accompagner ce soir tout au long de cette émission. Il s'agit de Salou Mounirou. Il est professeur agrégé de bactériologie, virologie. Professeur Salou, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci, bonsoir Carole. Comment allez-vous? Oh, ça va. Alors ce soir, nous parlerons des personnes vulnérables face au Covid-19. Alors d'emblée de jeu, dites-nous, première question, qui peut-on appeler personnes vulnérables? De façon générique, on entend par personne vulnérable toute personne présentant une situation de faiblesse physique ou psychique. Il s'agit, sans être exhaustif, de la femme enceinte, de personnes présentant un handicap, des personnes âgées, des enfants, des détenus et autres. Toute personne que la loi protège d'ailleurs. Alors, une personne qui a une pathologie chronique peut-elle être considérée de façon systématique et a priori comme une personne vulnérable? Oui, du fait... Les diabétiques, les hypertendus. Bien sûr, du fait de la chronicité de leur pathologie. On sait par exemple, il est admis que les diabétiques sont sujets aux infections. Si vous faites un tour à l'hôpital, vous voyez lorsque le diabète n'est pas bien équilibré, on peut arriver parfois à réaliser des amputations chez ces personnes-là. L'hypertension, qui est une maladie dont le traitement est à vie. D'ailleurs, dans notre jargon, on parle de coups de tonnerre dans un ciel serein. Parce qu'il peut aller tout bien et puis subitement, le drame, la catastrophe arrive. Donc c'est une personne qui est exposée à un danger en permanence. Alors, on parle aussi des... On cite, pas qu'on parle, mais on cite aussi les personnes du troisième âge parmi les catégories des personnes vulnérables. Est-ce qu'à côté des personnes du troisième âge, n'y aurait-il pas des groupes d'enfants qui seraient aussi vulnérables? Oui, il existe des groupes d'enfants vulnérables du fait de certaines tares. Par exemple, si on prend le cas des enfants drépanocytaires, du fait de cette pathologie-là, ils sont sujets à des infections répétitives. Il y a aussi des enfants qui ont des déficits acquis. Il peut s'agir de déficits congénitaux, c'est-à-dire qui sont nés avec cette tare-là. Ça peut être une malformation. Ça peut être une malformation, mais ça va toucher donc les organes aussi qui aident à mieux se porter. C'est ça. Et il peut s'agir aussi de déficits acquis, comme dans le cas de l'infection à VIH, où ces enfants-là, d'ailleurs, vous entendez parler souvent d'enfants orphelins vulnérables, sous ce vocable-là. Très bien. Vous savez tous que l'État a allégé certaines mesures prises dans le cadre de la pandémie du coronavirus, mais ce n'est pas pour dire que le virus, il est parti. La maladie, elle existe toujours. Alors ce soir, nous allons vous donner encore les chiffres proposés depuis hier, bien donné depuis hier sur les médias. Alors, nous avons 8 nouveaux cas
confirmé, professeur Oui. Salou. Vous confirmez 8 nouveaux cas depuis hier. Depuis hier, oui. Voilà, c'est pour vous dire que le coronavirus existe toujours et donc nous devons respecter les gestes barrières. Alors, 8 nouveaux cas depuis hier, 9 nouveaux guéris. Oui, c'est bon. 9 nouveaux guéris, ce qui porte à 569, à 375 personnes guéries et 181 cas actifs. Alors, dites-nous, professeur Salou, est-ce qu'on peut parler d'une légère stabilité de la situation du coronavirus dans notre pays, malgré qu'il y a cette évolution là-dedans de si, est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, il y a quand même ces derniers temps une tendance à la stabilité. Mais comme vous l'avez dit, le mal est là. Il existe et il faudra pour que nous puissions aller de mieux en mieux, que nous respections les mesures, les gestes barrières, comme vous l'avez dit tantôt. Oui, c'est extrêmement important. Vraiment important. Très bien. Alors, on a toujours parlé de la faiblesse du système immunitaire qui est un facteur de vulnérabilité. Est-ce que, si on vous posait la question de savoir ce qui peut affaiblir l'immunité chez une personne, pardon? Peut-être qu'il serait intéressant qu'on rappelle un peu cette fonction immunitaire. Je vais essayer de caricaturer. Le système immunitaire est ce système-là qui est en nous et qui permet de tolérer ce qui est nous, qu'on appelle le soi, et de rejeter ce qui n'est pas nous, le non-soi. Et entre les deux, il y a un équilibre quand même. Cet équilibre, on peut l'observer avec la grossesse. Vous voyez, les femmes peuvent le témoigner, la première grossesse est suffisamment brillante parce que le fœtus que porte la femme est composé d'une moitié d'un étranger qui est l'homme et de l'autre moitié qui est la dame elle-même, à l'origine un peu des signes sympathiques de cette grossesse. Et au fur et à mesure que la femme enfante, elle supporte mieux. Et d'ailleurs, si c'était très dangereux, peut-être que les femmes ne feraient même pas 2 ou 3 enfants. Après la première expérience, on se serait arrêté là. Donc c'est un système, comme on dit, immunité. Sur le plan politique, vous entendez immunité parlementaire, c'est pour permettre à cet individu-là d'être exempté de certaines charges entre griffes. La même chose sur le plan de la santé. Le système immunitaire va être ce système-là qui va nous aider à nous défendre face à l'agression extérieure. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'est ça. En termes de système immunitaire, vous pouvez avoir une réponse normale, mais vous pouvez avoir une réponse qui n'est pas suffisante. On va parler de déficit immunitaire, mais vous pouvez avoir une réponse même qui est exagérée. Et une des réponses exagérées, vous la connaissez, hein, c'est les hypersensibilités. Il y a des individus, dès qu'ils rentrent dans une pièce parce qu'ils ont mis un parfum, commencent à éternuer. Parce qu'ils viennent de détecter d'allergie. D'allergie. C'est une forme exagérée de la réponse immunitaire. Et donc, cette réponse immunitaire-là, elle est coordonnée, n'est pas isolée. Et dans sa coordination, lorsqu'il y a une défaillance, l'ennemi peut prendre le dessus. Et donc, on parle de faiblesse du système immunitaire, mais des fois, même cette réponse immunitaire est exagérée et ne va pas être profitable. Est-ce que vous avez répondu à ma question? Maintenant, ce système immunitaire, bien cette immunité, chez certaines personnes, elle est faible. Alors, qu'est-ce qui peut affaiblir? Est-ce que c'est la maladie, des cas de maladie, ou bien même des cas de traitement? Certaines personnes qui sont sous traitement? C'est ce que j'essayais de dire. En termes d'immunité, vous pouvez avoir un individu qui a un déficit immunitaire qui peut être congénital. Il est né avec un défaut. Voilà. Et donc, il peut ne pas fabriquer, par exemple, les cellules qui aident à produire les anticorps. Ou alors, ces cellules-là sont là et c'est un défaut naturel chez lui, il ne produit pas les anticorps. Mais il peut avoir aussi un autre déficit qui est acquis, où c'est l'infection ici qui vient, c'est le cas du VIH, c'est pour cela qu'on parle de syndrome d'immunodéficience acquis.
parce que c'est l'infection qui a engendré cette conséquence-là et l'individu n'est plus à même de répondre. Mais on peut provoquer cette faiblesse du système immunitaire de façon souhaitée ou non par les médicaments. Par exemple, je fais une greffe à quelqu'un. Je peux lui donner un traitement immunitaire pour dire à son système immunitaire, pardon, calme-toi, ferme les yeux un peu pour accepter cet étranger que je te donne. C'est ça. C'est un traitement immunosuppresseur. Ok. Je peux... Mais il y a des traitements aussi qui peuvent avoir comme composante, comme effet secondaire, une légère dépression de l'immunité. Si vous avez suivi au début, on a dit non, pas de corticoïdes dans les infections virales. Parce que la prise de ces médicaments peut compromettre un tant soit peu ce système immunitaire et l'amener à ne pas bien répondre face à l'agression. Efficacement. Efficacement. Très bien. Alors, nous allons évoluer dans cette émission. Une personne qui vit, par exemple, avec le VIH, couplé de la tuberculose, doit rigoureusement respecter l'observance du traitement de son co-infection. Et elle doit faire extrêmement attention aussi à la nouvelle infection au coronavirus. C'est ce que nous fait comprendre ici Dr Lidao Alain Bawé. Il est infectiologue. Nous allons écouter ses explications concernant les personnes vivant avec le VIH couplé de la tuberculose face à la maladie du Covid-19. La Covid-19, les manifestations sévères sont rencontrées chez les personnes souffrant de ce qu'on appelle de comorbidité, c'est-à-dire qui ont des pathologies antérieures, et sont des personnes vulnérables. Alors quand on prend le cas des personnes vivant avec le VIH et la tuberculose, on peut les considérer comme des personnes vulnérables si l'infection au Covid-19 vient s'ajouter. Mais tout dépend du stade auquel ces personnes sont au niveau de ces infections, notamment contre l'infection au VIH et l'infection au nouveau coronavirus. Alors, quand on prend la personne vivant avec le VIH, si c'est une personne qui est bien contrôlée, c'est-à-dire qui prend bien son traitement antirétroviral, cette personne a une vie semblable à une personne qui n'est pas infectée par le VIH, puisque c'est l'objectif même du traitement antirétroviral, donc c'est de rendre la charge virale indétectable. Donc, plus la charge virale indétectable, plus le niveau de CD4, qui sont les cellules de l'immunité, vont augmenter et la personne aura une vie semblable comme la personne qui ne l'est pas. Et donc, une personne qui est à ce stade de son traitement, ou bien à ce stade d'évolution de son traitement antirétroviral et qui est infectée par le Covid-19, ça peut bien se passer chez elle parce que son immunité étant restaurée, cette personne va combattre le virus comme une personne qui est immunocompétente au VIH. Donc tout dépend du stade. Mais si l'infection survient à un stade où la personne est déjà profondément immunodéprimée, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cellules d'immunité pour se défendre, puisque dans l'infection au Covid-19, l'immunité joue un rôle très important. Donc la personne qui est déjà immunodéprimée au VIH aura son immunité qui sera très très bas et donc elle sera très vulnérable au Covid-19. Si nous prenons le patient tuberculeux, alors il faut rappeler que la tuberculose peut revêtir plusieurs formes. La forme que nous connaissons habituellement, c'est la tuberculose pulmonaire. Donc l'infection se passe au niveau des poumons, de l'arbre respiratoire. Et la Covid-19 également, c'est une infection essentiellement respiratoire. Et donc, deux couples létales qui s'associent sur un même organe, vous voyez que ça peut être fatal chez cette personne qui va contracter les deux infections. Supposons que la personne a été diagnostiquée tuberculeuse pulmonaire et déjà sous traitement. Et donc, à un certain niveau de traitement, les choses peuvent rentrer dans l'ordre et l'infection au Covid-19 qui vient s'ajouter peut ne pas être forcément très grave. Donc tout dépend du stade auquel ces deux infections ont été diagnostiquées. Pour toutes les personnes vulnérables d'ailleurs,
en dehors de l'infection VIH et puis de la tuberculose, il y a d'autres maladies, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme et tout. Donc, toutes ces personnes qui ont de ces pathologies-là doivent bien observer leur traitement et auxquels peuvent venir s'ajouter la COVID-19. Voilà, merci beaucoup au professeur, pas professeur, excusez-moi, j'allais dire docteur Bawé, qui nous expliquait à l'instant cette corrélation entre les personnes vivant avec le VIH, couplé de la tuberculose, avec le Covid-19. Alors, professeur Salou, vous êtes bactériovírologue. Une troisième infection du type corona qui vient s'ajouter à un tableau déjà compliqué par une co-infection, est-ce que cela ne serait-il pas fatal pour la personne? Oui, comme le docteur Bawel disait tantôt, cela peut être fatal pour la personne. Mais il y a un élément qui est quand même important que nous devons rappeler dans ce que nous appelons l'expression du pouvoir pathogène. C'est-à-dire, lorsque vous devez avoir des manifestations morbides. Le coronavirus nous le démontre actuellement, où des individus sont infectés, j'allais dire de la même manière, et certains sont asymptomatiques, d'autres ne le sont pas. C'est-à-dire, dans l'expression du pouvoir pathogène, c'est deux entités qui sont face à face. Il y a ce qu'on appelle le terrain, l'individu. Et puis en face, il y a l'agent pathogène. Donc c'est un conflit entre l'individu et l'agent pathogène. Et c'est la résultante de ce conflit-là qui va se traduire par la présence ou non de maladie. Donc comme il a dit, je peux être sujet infecté par le VIH, mais si ma maladie est bien contrôlée, que je suis indétectable, je ne suis pas différent de l'individu qui n'est pas infecté. C'est ça. Vous voyez qu'en ce moment, ma réaction vis-à-vis de l'infection va pas être la même qu'un autre sujet qui est infecté par le VIH, mais qui contrôle mal la maladie, qui est en état de déficit immunitaire, pour lequel, très rapidement, la maladie peut être fatale. Ainsi de suite. Et on peut avoir plusieurs schémas pareils. Ce n'est pas valable que pour le VIH ou la tuberculose. Il peut s'agir du diabète, de l'obésité, qui n'est pas une maladie en soi, mais dont les conséquences peuvent, peut-être au fil de l'émission, on peut en parler aussi, en termes de conséquences de l'obésité et interaction avec l'immunité. Très bien. Alors, le Covid-19 est une maladie infectieuse, comme il en existe d'ailleurs, mais avec certaines particularités. Alors, rappelez-nous ces particularités lorsqu'on parle du Covid-19 en tant que maladie infectieuse. Oui, c'est un virus respiratoire qui a un haut degré de contagiosité et qui a pour organe cible les poumons. Donc, c'est pas, en termes de comparaison, on pourrait parler un peu des virus grippaux, mais en termes de manifestation, comme il est nouveau chez nous, les humains, et que pour l'instant, on n'a pas eu d'adaptation, les signes observés, lorsqu'on n'a pas de chance, vous voyez, si les poumons ne peuvent pas servir à ce à quoi ils existent, pour lesquels, pardon, ils existent, très rapidement, c'est la mort. Donc la grosse particularité, maintenant c'est sur le plan virus, sa particularité c'est un virus à ARN et c'est un grand virus, et au sein des virus, les virus à ARN sont très instables parce que l'ADN est plus stable que l'ARN. Lorsque vous parlez de virus à ARN, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. On ne comprend pas grand-chose, professeur. Oui, c'est-à-dire en termes de porteur de l'information génétique. Comme nous parlons de test de paternité, je veux vérifier si ce monsieur est le père de cet enfant. Chaque être est caractérisé par cette carte d'identité. Et il peut s'agir de ce qu'on appelle l'ADN, c'est ce que tout le monde connaît classiquement. Oui, l'ADN, oui. Mais il peut s'agir d'ARN. Chez les virus, on peut avoir ADN ou ARN et on a plusieurs combinaisons. C'est ça. Et donc c'est un virus à ARN. C'est déjà un problème. Et les virus à ADN sont un peu plus stables. Et un virus est, dans notre jargon, ce que nous appelons un parasite obligatoire. Il doit se greffer sur quelqu'un pour vivre. C'est ça. Et ici, ce sont les cellules au niveau du poumon, au niveau de l'arbre respiratoire. C'est pour cela que pour le diagnostic, le prélèvement va se faire dans les fosses
nasale aérée postérieure pour aller décrocher ce virus dans les cellules qui y sont. Alors, vous avez parlé, en parlant du virus du Covid-19, fait allusion à la haute contagiosité de ce virus-là. Est-ce que c'est ça qui explique aussi l'état de dangerosité de la maladie? Ou de la gravité de la maladie en soi? Est-ce que c'est une maladie qui est grave? Mais c'est une maladie qui a 3 stades, on dira, 3 phases. Il y a la phase totalement asymptomatique, mais pour laquelle, pour l'instant, on est toujours prudent parce qu'on ne sait pas quand se fait le switch d'asymptomatique à peut-être une détresse respiratoire que nous créons. Vous avez la phase où il y a des signes mineurs et puis vous avez la phase qui est celle qui est redoutée où nous avions la détresse respiratoire. Alors, le coronavirus peut simplement partir d'un rhume banal à une infection pulmonaire sévère responsable de détresse respiratoire aiguë, comme vous venez de le dire. Alors, cette évolution telle que elle est décrite, peut-elle se faire sur un tableau neutre ou bien c'est forcément sur un tableau qui est déjà compliqué par une autre infection? Actuellement, il est admis que ce sont les facteurs de risque que nous connaissons qui exposent à plus de risques vers le tableau le plus compliqué. Notamment, ça a été cité, des sujets qui ont une comorbidité comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, ou lorsque nous nous retrouvons devant un syndrome d'immunodéficience, par exemple. Mais rien n'est établi qu'un individu, comme la maladie est nouvelle, qu'un individu qui est apparemment normal, quoique infecté, ne peut pas évoluer vers une forme grave. C'est ça. Parce qu'on n'a pas fini d'apprendre, on n'a pas listé. Peut-être que cet individu a une tare qui, malheureusement, peut l'aider à aboutir à cette forme redoutée. C'est ça. Alors, nous allons passer au deuxième sujet de cette émission. Quand on sait que les poumons d'une personne asthmatique est déjà affecté par la maladie, il est quand même judicieux pour l'asthmatique de respecter les gestes barrières imposés par le Covid-19, car une infection au nouveau corona ne fera que compliquer davantage son tableau, parce que la localisation, et ça tout le monde le sait, de la maladie à coronavirus, c'est les poumons. Alors, conseil à prendre au sérieux par les personnes asthmatiques. Voici beaucoup plus de détails avec le docteur Abdou Gbadamassi. Les asthmatiques font partie des personnes chez qui la maladie au Covid-19 peut devenir sévère. C'est-à-dire que si vous êtes asthmatique et que votre asthme n'est pas contrôlé et que vous attrapez le Covid-19, ça va être sévère puisque votre poumon est déjà en difficulté. La relation qu'on peut faire entre les deux, c'est justement cette particularité des asthmatiques qui ne sont pas contrôlés à développer la maladie. Donc ces gens-là, il faut que durant cette période où sévit le Covid-19, il faut que ces asthmatiques-là fassent tout pour que leur asthme devienne un asthme contrôlé. C'est-à-dire qu'ils doivent voir un spécialiste de l'asthme qui va les mettre sous le bon traitement, éviter d'aller se faire injecter de gauche à droite des corticoïdes chez des infirmiers ou bien des personnes qui ne maîtrisent pas vraiment la prise en charge de l'asthme. Si vous avez un asthme non contrôlé, vous-même déjà vous êtes à risque de développer ce que nous appelons un asthme aigu grave, qui est la forme grave des crises d'asthme et qui sont létales en dehors du coronavirus. Il y a certains asthmatiques, c'est pendant cette période où il pleut, il fait un peu frais, qu'ils ont souvent des crises d'asthme. Donc la question revient à la même chose pendant cette période où il y a aussi bien la pluie et le Covid-19. C'est cette période où il faut vraiment chercher à se faire soigner pour que son asthme devienne un asthme contrôlé.
Parce que nous avons ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut soigner un asthmatique pour que ces asthmatiques deviennent contrôlés. L'asthme, c'est l'une des maladies pulmonaires chroniques qui expose donc à la forme sévère du Covid-19. Donc parmi ces gens-là, il y a ceux que nous suivons et que nous continuons par suivre. Eux, ils viennent nous voir, donc nous leur donnons les conseils et les conseils concernant justement cette période du Covid-19. Mais il y a les autres aussi que nous suivions avant, mais qui sont perdus de vue. Et ceux qui ne sont jamais passés voir un spécialiste des poumons, à tous ces gens-là qui sont dans la population générale et qui ont du mal à respirer, qui savent qu'ils ont fumé, et qui sont asthmatiques, ils ont un problème respiratoire, le mieux, c'est de passer voir le spécialiste dans cette période-là pour qu'on puisse les aider à améliorer leur prise en charge. Et surtout, ils doivent respecter les mesures barrières et la distanciation sociale, eux surtout, parce que leur poumon n'est pas prêt pour accueillir le Covid-19. Nous disons merci au docteur Abdou Gbadamassi, il est pneumologue au niveau du CHU Sylvanus Olympio. Professeur Salou, docteur Gbadamassi l'a dit, l'asthme et le Covid-19 ne peuvent pas faire bon ménage. Alors peut-on dire que l'asthmatique est une personne doublement vulnérable à cette maladie, à ce virus du corona? Oui, ben je crois que dans l'élément, cela est ressorti. Du fait de sa maladie déjà, il est vulnérable et le virus ici a pour siège là où l'asthme sévit. Exactement. Vous voyez que l'asthmatique est une personne doublement vulnérable pour cette pathologie. Très bien. Alors, moi, il y a une question qui suscite ma curiosité. Alors, pendant une crise d'asthme, le docteur Gbadamassi a parlé de crise d'asthme. Alors, pendant une crise d'asthme, la personne a du mal à respirer. Je crois que c'est ça. Alors, si jamais le Covid-19 s'invite chez cette personne à ce moment précis de sa crise d'asthme, comment peut-il faire la différence entre cette difficulté à respirer liée à sa maladie traditionnelle et l'un des symptômes du Covid qui est justement la difficulté à respirer? Je crois que le docteur Gbadamassi l'a dit, c'est une invite, il a lancé l'appel à toutes ces personnes dans cette catégorie-là d'être beaucoup plus proches de leur médecin en ce moment. C'est ça. Je pense dans les conseils qu'il donne, cela fait partie des conseils en disant attention, il faut que l'asthme soit contrôlé. Si cet asthme est contrôlé et que vous vous trouvez en situation de détresse respiratoire, n'hésitez pas, venez à l'hôpital. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas à tous les niveaux, on a quand même des éléments pour poser le diagnostic en 1 heure. On peut rendre un résultat devant une situation urgente comme celle-ci. Dans la prise en charge des cas d'infection due au Covid-19 chez les personnes vulnérables, une évaluation spécifique doit s'imposer aux médecins traitants. Si c'est vrai, cette évaluation spécifique va aller rechercher quoi exactement? Mais cette évaluation spécifique, sans être clinicien, mais dans le bon sens, doit dans un premier temps, voir la pathologie sous-jacente. Vous voyez que quand vous prenez le VIH... Elle va aller fouiller dans l'antécédent médical. Non, à l'instant, dans les antécédents, mais bien sûr, à l'instant, de voir est-ce que l'individu contrôle bien cette pathologie-là déjà. C'est ça. Avant, il y a eu des cas où les sujets sont arrivés dans les centres de prise en charge, où c'est le diabète qu'il fallait rapidement équilibrer pour permettre à cet individu-là de mieux faire face à cette deuxième pathologie. Alors, lorsqu'une personne vulnérable se retrouve infectée par le nouveau coronavirus, l'évolution de sa maladie vers des complications serait-elle beaucoup plus rapide que s'il s'agit d'une personne non vulnérable? Oui, si rien n'est fait par rapport à sa vulnérabilité, mais les choses vont aller très rapidement. C'est ça. Et au début de la prise en charge, nous avons vécu des choses pareilles où des individus avaient une comorbidité. C'est comme ça, en considérant la maladie Covid-19 comme étant la principale, donc l'autre étant la comorbidité, on a vite compris. Et fort heureusement aujourd'hui, si vous suivez bien, on rend grâce, on a moins de décès, parce qu'on commence à bien comprendre les contours
ceux qui ont des comorbidités, et je garde une phrase d'un des thérapeutes du projet IOU qui dit non, on ne soigne pas la Covid-19, mais on soigne le malade atteint de Covid-19. Exactement. Exactement. Voilà. Il avait dit, ici même sur notre plateau, dans une des émissions, alors devant une co-infection, quel doit être le traitement? Le traitement doit être approprié par rapport à cette co-infection. Alors, chez les personnes vivant avec le VIH, par exemple, chez qui on a trouvé également le bacille du coq, le bacille de la tuberculose, qui se retrouve infecté également par le Covid-19, vous voyez que c'est un tableau qui est vraiment compliqué avec 3 grandes infections. Alors, dites-nous, dans ce cas-là, la prise en charge, est-ce qu'elle est pluridisciplinaire? Oui. Même la prise en charge, elle est pluridisciplinaire, où les différents spécialistes doivent se retrouver autour de ce malade pour prendre les grandes décisions, pour l'aider rapidement à sortir de cet état de mal. Cette prise en charge, aujourd'hui, vous avez une femme enceinte qui arrive, elle a une hypertension, mais vous n'allez pas seulement prendre l'infectiologue. Le gynécologue sera là, le cardiologue sera là, pour aider à une meilleure prise en charge. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que seules les personnes vulnérables peuvent-elles connaître une évolution grave de la maladie à coronavirus, ou toute personne infectée peut faire la forme grave, la forme sévère de la maladie? Bon, c'est vrai qu'on reviendra toujours sur la définition de vulnérabilité, mais rien ne présage a priori quelqu'un qui est infecté peut aller vers une forme grave. Cela va dépendre, c'est ce qu'on dira toujours, va dépendre de votre force du système immunitaire à contrer l'infection. Mais en même temps, je l'ai dit dans mes propos aujourd'hui, en disant la réponse immunitaire peut être même exagérée. Et lorsqu'elle est exagérée, elle peut être contre-productive. C'est ça. Et atteindre certains organes nobles. Et donc, vous comprenez que je peux ne pas être en situation de déficit immunitaire, mais en situation, j'allais dire, d'hypersensibilité, et les choses peuvent mal se passer aussi. Merci beaucoup, professeur. Le professeur l'a dit, vous l'avez écouté, toute personne peut faire la forme grave de la maladie coronavirus si le traitement asymptomatique n'est pas bien fait. Par exemple, alors, les personnes âgées seraient beaucoup plus exposées au risque de contamination de ce virus. Au-delà donc de 65 ans, ces personnes sont vulnérables et elles doivent faire l'objet d'une attention particulière. Personne du 3e âge et le Covid-19, Dr Abdou Razak Moukaïla a bien voulu se prononcer là-dessus. Il est médecin interniste. Nous l'écoutons tout de suite. Étant des sujets âgés, ce sont des personnes dont le système immunitaire a travaillé pendant des années et qui s'affaiblit avec le temps. Et on sait que le Covid-19 a un risque élevé de décès chez les personnes âgées. La deuxième raison, c'est que les sujets âgés sont exposés à la malnutrition, peuvent être dénutris et avoir un manque d'apport protéique, ce qui va contribuer à fragiliser davantage leur système immunitaire. Et troisième chose également, c'est que les sujets âgés sont prédisposés également à d'autres maladies telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et tout cet ensemble d'éléments font que les sujets âgés sont des sujets vulnérables contre le Covid-19. Les gestes barrières, on ne le répétera jamais assez. Il faut d'abord commencer par faire en sorte que lorsque nous rendons visite à nos parents qui sont âgés, que nous nous protégeons en mettant les cache-nez. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on peut avoir le Covid sans manifester les symptômes. Donc vous pouvez avoir le Covid, être asymptomatique et communiquer la maladie à votre parent qui est âgé. Donc il faut toujours respecter les gestes barrières, porter les bavettes, se laver les mains, respecter la distanciation entre les personnes. Et éventuellement, si le sujet âgé a déjà des comorbidités, c'est-à-dire qu'il est diabétique, s'il est hypertendu, s'il a d'autres facteurs qui le fragilisent, il faut faire en sorte qu'il respecte, qu'il observe ses traitements. S'il a rompu son traitement, il faut reprendre attache avec son médecin traitant pour qu'on puisse le mettre sous un traitement pour un bon suivi. Voilà, vous venez d'écouter
À l'instant, docteur Abdou Razak Moukaïla, il est médecin interniste au niveau du CHU Sylvanus Olympio. Docteur Moukaïla, merci beaucoup pour toutes vos explications. Nous allons nous tourner vers professeur. Salut professeur. Alors, est-ce qu'il existe des règles d'hygiène et de conduite assez particulières pour les personnes du troisième âge, par exemple? Des protections supplémentaires en cette période de la pandémie ou bien cette période de saison des pluies? Merci Carole. Je crois que le docteur Moukaïla a effleuré un peu. Ces personnes-là, il faut que nous les protégions, que nous les mettions à l'abri. Le troisième âge, il faut les mettre à l'abri, de soustraire de cette possible agression. Mais il a dit, c'est par nos actions nous-mêmes déjà, en leur rendant visite, il faut que nous prenons les précautions pour ne pas que ce soit nous qui leur apportons la maladie. Mais les règles classiques éditées s'imposent à eux. Le lavage des mains, le port de masque. Et par cette période de saison pluvieuse débutante, toute infection palustre n'est pas faite pour aider. Et donc c'est valable aussi bien pour ces personnes du troisième âge que pour toute autre personne, où il faut éviter qu'il y ait un terrain qui soit favorable à l'expression de la sévérité de la maladie. Donc ces personnes, moi je connais des personnes de troisième âge, 80 ans, qui ne reçoivent plus, qui suivent leur télé, comprennent, et quand vous venez, c'est vraiment la distanciation en disant, oh, il a dit, l'image j'aime bien les images, vous achetez un véhicule maison, pour vous faire 7 ou 8 ans sans aller au garage. Mais comme on dit communément, vous achetez un véhicule France au revoir, après la deuxième année, vous êtes régulièrement en train d'aller chez le mécanicien. Voilà. Donc, c'est des gens qui ont quand même une histoire dans leur vie, et à partir de cet âge-là, l'organisme commence à être un peu affaibli. Et donc, ce qui peut-être n'est pas un problème pour l'adolescent, le jeune, chez eux, peut être source de gravité. Donc, il faut les sensibiliser, il faut les protéger. Et comme il a dit, il faut avoir une bonne alimentation. De la bonne alimentation, on aide à renforcer le système immunitaire. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, professeur, que parmi les patients hospitalisés depuis que le premier cas du coronavirus a été déclaré chez nous le 6 mars dernier, est-ce que parmi ces patients actuellement, est-ce qu'il y a des personnes du troisième âge? Il y en a eu jusqu'à 80 ans au début, mais aujourd'hui l'âge moyen des personnes hospitalisées c'est entre 35 et 40 ans, mais il y en a, je ne peux pas vous donner de chiffres pour dire il y a 10, il y a 5, mais il y en a eu. Et parmi malheureusement les cas de décès, est-ce qu'il y a des personnes du troisième âge qui sont décédées? Oui, il y en avait avec des comorbidités, C'est ça. Comme le diabète. Alors, ce soir, qu'est-ce que vous voulez dire aux parents et aux proches qui doivent vraiment surveiller ces personnes du troisième âge, puisqu'on en a, tout le monde a ces personnes-là dans sa famille. Alors, quel est le message clé ce soir que vous voulez envoyer aux parents ou aux familles au sein desquelles se trouvent les personnes du troisième âge? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est des messages que nous donnons à l'ensemble de la population, comme message basique ici, respect des mesures barrières, mais ces personnes-là, il faut que nous les protégions. Et je connais des familles où c'est même... Est-ce que vous parlez de les protéger? Qu'est-ce que vous mettez dans ce panier de protection? Voilà, je parle de protection par rapport à nos actions. Cette personne du troisième âge a des enfants, il faut qu'on s'organise pour savoir comment on leur rend visite, pour éviter que ce soit nous, de par notre action, comme l'a dit le médecin tout à l'heure, que ce soit nous qui leur apportions la maladie, l'infection. Mais en même temps, ils vivent. Il faut assainir leur cadre de vie, leur environnement immédiat, bien aéré, leur trouver les masques adéquats. Ici, c'est les masques que nous devons changer plus régulièrement. Peut-être que moi, je peux utiliser un masque lavable tous les jours, mais pour cette personne-là, même s'il y en a deux qu'on entretient bien, un le matin, un l'après-midi, prendre soin, c'est des éléments qui vont nous aider à mieux les protéger. C'est ça. Et comme je l'ai dit, il faut les soustraire
s'il n'y a pas lieu d'être dehors pour ces personnes, si on peut être dans la cour, faire quelques exercices, marcher pour se dégourdir les jambes, c'est autant de choses qu'on peut prendre pour les aider. Mais bien les nourrir et veiller à l'apparition de premiers signes quelconques pour la prise en charge. Comme vous l'avez dit, un rhume banal ne doit pas être négligé. Voilà. Et pour beaucoup, ils sont sous traitement. C'est l'occasion de fournir ce traitement. Il faut qu'il soit disponible et que les visites... Parce que ce sont des personnes qui ont déjà une santé fragile. Ouais. Donc, ce n'est pas l'occasion maintenant de, j'allais dire, de différer l'achat des médicaments. Il faut qu'ils rentrent dans nos priorités. C'est ça. Pour les enfants, que nous, on n'est jamais trop vieux, on n'a pas de parents trop âgés pour qu'on puisse les négliger. C'est ça. Ce sont, pour moi, pour ces personnes-là, c'est ce qu'il faut les entourer. Il faut rendre accessible leur traitement, il faut leur permettre de vivre heureux et qu'ils ne soient pas soucieux, parce que tout cet état même de bien-être psychique affecte le système immunitaire. C'est ça. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire pour ces personnes-là. Très bien. Alors, on nous dit souvent de ne pas sortir si nous n'avons pas quelque chose d'important à faire dehors. Alors, professeur, ça nous dites-nous, quelles sont les sorties à éviter, selon vous? Oui, c'est déjà tous ces lieux où il faut qu'on se dise la vérité, où le respect des gestes barrières est difficile. Vous avez un peu de promiscuité, par exemple les marchés, les funérailles, les cérémonies festives ont été déjà régulées un peu en disant on ne dépasse pas. Mais on doit aller marcher pour faire nos emplettes, pour aller acheter nos... Oui, mais pour ces personnes du troisième âge, peut-être que, à moins que je n'ai pas bien suivi votre question. Non, de façon générale, puisque ça peut rester chez soi, ça n'a rien d'intéressant. Je crois que nous sommes parmi ceux qui le disent régulièrement. Même aller au marché, mais il faut bien faire son programme pour éviter d'aller au marché tous les jours. Vous augmentez le risque. Voilà. C'est ce que nous disons. Exactement. Aujourd'hui, il y a, pour ce qui nous concerne, il y a le marché. Nous osons croire que bientôt, les lieux de culte vont ouvrir. Il va falloir respecter les mesures barrières en y allant. Mais si je ne me sens pas déjà pas trop bien, le mieux, c'est de rester chez moi à la maison. Pour ne pas augmenter le risque de contracter la maladie. C'est ce que cette phrase veut dire. Mais vous pouvez sortir, marcher, vous mettez votre masque. Cela participe à la bonne hygiène de vie. Mais il faut sortir pour une raison bien déterminée. Peut-être que c'est difficile à comprendre, voilà, mais si vous n'avez vraiment pas d'objectif dehors, il faut rester chez vous. C'est ça. Voilà. Si vous n'avez pas vraiment d'objectif dehors, il faut rester chez vous. Ce sont là les propos ou bien les paroles du professeur Salou. Alors, parmi les personnes vulnérables, les drépanocytaires ne sont pas du reste. En cette saison des pluies, leur sortie doit être encore plus limitée. Ils ont une santé très fragile, les drépanocytaires, parce qu'ils sont prédisposés à faire des infections. Et par ces temps de pluie, se protéger et respecter surtout les gestes barrières pour éviter le virus du corona est indispensable pour leur bien-être. Nous allons retrouver Dr Moukela qui se prononce un tout petit peu sur la situation ou bien l'état de santé des personnes drépanocytaires. Les drépanocytaires sont des sujets à risque du Covid-19 parce que ce sont des sujets fragiles et en l'occurrence, vu un peu leur statut, ils sont prédisposés à des infections et ils peuvent facilement faire des formes graves de Covid-19. En effet, les drépanocytaires en saison de pluie, ils sont exposés à des formes d'infection, notamment le paludisme. Pendant la saison pluvieuse, les moustiques se multiplient et donc les sujets drépanocytaires sont exposés à des formes graves de paludisme qui, surajoutés au Covid-19, peuvent compliquer leur situation. Néanmoins, il faut toujours garder à l'esprit l'importance des gestes barrières qui sont très importants pour prévenir l'infestation au Covid-19.
Professeur Salou, les personnes souffrant de la drépanocytose, qu'est-ce que vous avez à leur dire ce soir? Le docteur Moukaïla a commencé, comme vous l'avez dit. C'est comme une armée, il ne faut pas ouvrir plusieurs fronts. Sinon, vous êtes perdant. C'est des sujets fragiles et par ces temps qui courent avec le paludisme, ils sont encore plus fragiles et sollicitent davantage le système immunitaire. Si l'on n'y prend garde qu'on vient ajouter encore Covid-19, où nous disons que c'est le système immunitaire qui aide, vous comprenez qu'ils auront ouvert plusieurs fronts de bataille et cela peut être fatal. Ça va être très difficile. Difficile. Donc, c'est déjà le respect des gestes barrières, mais ici, c'est toutes les précautions, les mesures de prévention de la crise à leur niveau qu'ils connaissent bien, qu'ils doivent mettre en pratique en prenant leurs médicaments, cet acide folique, et en contrôlant toutes les situations qui leur permettent d'éviter la survenue de crise. Alors, nous sommes toujours dans la situation de la pandémie à coronavirus. Les mesures barrières doivent être toujours de mise. Mais malheureusement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les gens baissent, j'allais dire, la garde quant au respect de ces mesures barrières-là? Ils pensent peut-être que la maladie est partie et donc les gens ne veulent plus porter les masques, malgré que le masque a été rendu obligatoire. On voit encore des gens sans masque dehors. Quel est votre avis là-dessus? Je crois que vous avez fait une très belle observation. Dès l'instant que la mesure de couvre-feu a été levée, on a eu l'impression que pour la conscience populaire, c'est la fin de la maladie. Mais c'est une erreur. Il faut qu'on se détrompe et il faut revenir à la réalité. Le mal est dans la cité. Il est là et si nous prenons garde, comme dirait Pio, il y a eu une première phase avec beaucoup de morts. Il y a encore certaines parties du monde, notamment en Amérique latine, on voit avec le Brésil, où les choses ne sont pas encore stables. C'est ça. En Afrique, lorsqu'on a commencé à alléger un peu, vous avez vu à Abidjan, un peu partout, il y a même des mesures de bouclage qui sont revenues. Sur la ville d'Abidjan, par exemple. Je pense qu'au Togo, pour l'instant, le gouvernement est dans la phase de pédagogie. Et je voudrais inviter les uns et les autres, nous tous, à nous ressaisir. Sinon, nous avons une relative stabilité en ce moment. Il ne faut pas que cela nous trompe et qu'on pense qu'on a gagné la bataille. On n'a encore rien fait. Cette épidémie, il faut que nous apprenions à vivre avec. Et vivre avec, c'est adopter les mesures. Parce que je dis, comme les femmes aujourd'hui, lorsqu'on sort, la femme n'oublie pas son sac à main, il ne faut pas oublier son masque. Il faut se laver les mains, ça fait partie des mesures d'hygiène de vie au quotidien. C'est des éléments qu'il faut intégrer. Alors, depuis que la pandémie est arrivée chez nous, est-ce que vous avez connaissance qu'on procède régulièrement au nettoyage et à la désinfection des lieux publics ou bien des espaces publics ici chez nous au Togo? Oui, les marchés, certains marchés ont été l'objet de désinfection et dans des structures, dans certaines sociétés, d'ailleurs, où il y a eu des cas ou des cliniques, dès qu'il y a un cas positif, le service d'hygiène et assainissement est allé pour désinfecter. Et récemment, avant même la reprise des classes, vous avez vu que les écoles ont été nettoyées, même si on a pris des mesures pour assainir. Mais à quelle fréquence doit-on assainir ces lieux, ces espaces publics? Pour ma part, il n'y a pas, si on devait avoir une fréquence, ben peut-être qu'on serait dans la paranoïa où il faut désinfecter tous les jours, non. Lorsqu'il y a un cas positif avéré, on estime que peut-être qu'il y a eu des postillons qui ont pu être déposés. Mais sur les lieux de travail, par exemple, où il y a deux équipes, en partant, l'équipe qui part nettoie pour que celle qui arrive découvre des éléments sur le plan de travail qui a été nettoyé et ça suffira. D'accord. Oui. Je crois que je suis d'avis avec vous. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Votre message de fin, c'est lequel? Quel est ce message clé que vous voulez encore envoyer ce soir aux téléspectateurs qui nous regardent? Message de fin, je voudrais vous remercier déjà pour l'opportunité et dire que quand on regarde les choses,
le gouvernement togolais fait beaucoup d'efforts. Mais cela ne devait pas nous aveugler à croire que c'est fini, que la bataille est gagnée. Et il faut que nous nous réexercisons. Il faut que nous soyons disciplinés. Il faut que nous adoptions les mesures barrières. Est-ce que vous voulez nous rappeler bien ces mesures barrières? Oui, pourquoi pas. Il est dit, si vous vous rappelez, au début de cette pandémie, on a demandé de ne pas se serrer les mains. Oui. Lorsqu'on veut éternuer ou tousser, il faut aller Dans le coude. dans le creux du coude. Il faut se laver les mains à l'eau et au savon. À défaut, utiliser une solution hydroalcoolique. Il faut appliquer ce que nous sommes en train de faire et que nous avons autorisé aujourd'hui à ne pas mettre de masque. La distanciation sociale. Être à au moins 1 mètre l'un de l'autre. Aujourd'hui, nous sommes environ 2 mètres pratiquement. Presque 2 mètres, c'est Voilà. entre nous. Ce qui nous a autorisé à ne pas porter Le masque. le masque. Oui. Et il faut que l'on respecte les mesures en termes de regroupement d'individus, du nombre, parce que plus vous serez nombreux, et plus le risque de transmission va être élevé. Et pour terminer en termes de mesures, c'est dans les bars, les restaurants aujourd'hui, nous sommes très inquiets. Quand vous parcourez la ville de Lomé, vous voyez à partir de 16h, 17h des tables, 5-10 individus en train de se faire plaisir, mais il y a des risques. Il y a des risques. Il y a des risques. À notre niveau, nous réfléchissons à qu'est-ce qu'il faut faire. Et demander l'humilité des uns et des autres. Parce que des fois, lorsque vous essayez de rappeler les concitoyens à l'ordre, ils le prennent mal. Ils le vivent très mal. Il y en a qui ont le déni de la maladie, qui pensent que tout ce qu'on dit... Il faut une conscience collective et individuelle. Et individuelle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut inviter tous à une prise de conscience et à être vraiment disciplinés. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, l'émission d'aujourd'hui est finie. Ça a été pour nous un plaisir de vous avoir tenu compagnie. Merci pour votre aimable attention. Nous étions avec le professeur agrégé Salou Mouniero. Il est microbiologiste, il est bactériovirologue. Alors, merci pour votre professeur, pour votre disponibilité. On n'était que 2 ce soir, mais nous espérons avoir comblé les attentes de nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'éclairage apporté aux différentes questions. Alors, merci à l'équipe de la réalisation. Je vous retrouve demain à la même heure dans l'émission Amina. Nous disons merci à toute l'équipe de tournage et de montage. On se donne rendez-vous donc demain. Au revoir et excellente suite de programme sur notre chaîne, La Première.